Salut, j'espère que tu vas très bien. Alors, c'est très calme, ou presque, mais c'est globalement très calme ce dimanche matin. Il y a vraiment une énergie très apaisée, je trouve, dans la forêt autour de moi, dans ce que j'entends. Et en même temps, on a eu en début de nuit un coup de vent, mais hyper violent, qui s'est déchaîné. Ça a pas duré très longtemps, mais c'était très impressionnant, qui nous venait de l'océan. Donc on l'a eu moins fort que ce qu'il a dû arriver sur les côtes hier, mais ça a été assez impressionnant et agitant un peu émotionnellement. Et là, tu as un petit peu l'impression que tout récupère, quoi, que c'est un petit peu en phase de récupération, que la nature prend son temps ce matin. Elle est un peu étourdie par le vent du début de la nuit dernière. Et donc c'est un bon moment du coup pour contacter le calme en soi, contacter la paix en soi, ne serait-ce qu'une minute. Et ça va faire certainement partie des fils rouges de ces semaines à venir, c'est de justement chercher le luxe du silence. Aller se prendre un bain de silence en fait. 1 minute de silence pour toi par jour. Que tu peux organiser si tu es dans un environnement classiquement sonore, que tu peux optimiser en te mettant dans ta bulle. Ça peut être plein de techniques qui vont te permettre d'accéder à ça. Mais ne serait-ce qu'une minute, coupe tout et viens au centre de toi. Ne serait-ce qu'une minute par jour. Et si tu peux en faire plus, c'est encore mieux, quoi. Mais ne serait-ce qu'une minute par jour, couper tout et se mettre au centre de soi. Vraiment, c'est se rendre étanche au stimulus auditif, dans la mesure du possible. Après, on fait tout le reste, visuel, etc. Et on va se connecter à l'intérieur de soi, aux autres sens, à nos sens subtils, à ce que l'on ressent et ce que l'on vibre vraiment. Bon voilà, c'est la recommandation de ce 1er septembre. Donc peut-être quelque chose à essayer de mettre dans son planning dès cette semaine pour essayer de se donner quand même les meilleures chances pour cette rentrée. Alors, je venais ici avec un truc que j'ai préparé parce que j'ai une des jeunes femmes que j'accompagne et qui met beaucoup d'engagement dans son chemin, qui est très investie dans sa propre évolution et dans sa propre transformation, qui m'a posé une question il y a 2 jours précisément, très intéressante. Elle m'a dit comment est-ce qu'on fait pour respecter ses émotions et en même temps que celles-ci ne soient pas en train de nous dominer. Comment on fait pour que ça marche, qu'elles ne soient pas aux commandes? Comment on fait pour les respecter sans qu'elles soient aux commandes? Et bon, du coup, je vais partir un cran en arrière pour répondre à cette question. Et le premier cran en arrière que l'on va faire, c'est qu'est-ce que c'est qu'une émotion? En 1, on reprend la base. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Selon un certain nombre de définitions, on s'accorde à dire que l'émotion, c'est la rencontre entre une motivation et un événement. C'est-à-dire que la motivation, elle va s'exprimer sous différentes formes. J'ai besoin, j'ai urgemment besoin, j'ai envie, j'ai très envie, je veux, je souhaite, j'exige, j'attends. Tout ce qui est comme ça, tourné vers l'extérieur, finalement, on va être ça peut être aussi sur l'intérieur, mais tout ce qui va définir une énergie que l'on met faite vers un but, vers un objectif, vers quelque chose en fait que l'on souhaite, mais qui n'est pas forcément tangible.
Ça peut être, par exemple, quand on définit les objectifs de coaching, on définit une motivation. Ça peut être, je me sens plus à l'aise dans des situations sociales. Ça peut être, j'arrive à rentrer en contact facilement avec les autres. Ça peut être plein de choses qui sont pas concrètes. Et puis ça peut être aussi des choses qui sont au contraire beaucoup plus concrètes. Je veux par exemple gagner ce match. Je veux arriver dans les 5 premières de cette course à pied. Ça peut être des choses comme ça. Je veux obtenir une augmentation. Je veux monter dans la hiérarchie. Bref, peu importe. C'est une motivation de fond qui, pour le coup, est concrète. Bon. Et la rencontre d'un événement, j'ai envie de te dire la vie, quoi, en fait. Rencontre avec la vie de notre motivation. Et donc la vie, l'événement contenu dans la vie va nous présenter finalement un résultat plus ou moins proche de notre motivation. Et c'est là où on a une essence d'émotion. Émotion qui va du coup de la grande gamme de la satisfaction. C'est-à-dire que la vie me propose ce que j'ai souhaité, ce dont j'ai besoin, ce que je veux, ce que j'exige, etc. Donc je suis dans la grande gamme de la satisfaction. Donc ça va être aussi bien du soulagement parce qu'on vient d'honorer un besoin, qu'une très grande et profonde joie parce qu'on atteint une motivation qui était très très ancrée, très très mûre, très très mature, et on a atteint le challenge qu'on s'était fixé. Et l'autre espace de résonance émotionnelle, ça serait le grand espace lié à la dynamique de frustration. C'est-à-dire que la vie me propose le résultat d'un écart entre ce que j'attendais, je voulais, j'exigeais, j'avais besoin, etc., etc. Et le premier truc, c'est il me le refuse, la vie me le refuse tel que je l'ai souhaité et émis. Donc première zone, frustration, quoi. Et la frustration qui peut donc s'exprimer sous différentes tonalités aussi, ou du désespoir le plus profond, ou des vibrations de ah mince, tant pis, bon, et puis voilà, puis c'est tout, ça passe relativement vite, enfin moins intense, quoi. Dedans, t'as l'expression de la colère, t'as l'expression de toutes ces émotions finalement contraires à l'idée de satisfaction. On va le formuler comme ça. Donc, quand on reçoit une émotion, quand on vit une émotion, c'est que quelque part, il y a une réponse à une motivation, que nous soyons conscients ou pas de cette motivation. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de vivre répond en positif ou en négatif à une motivation consciente ou inconsciente que nous avions. Alors là, je t'ai donné jusqu'à présent des exemples de motivation consciente. Des exemples de motivation inconsciente, ça va être par exemple, tu vois, t'es motivé pour aller passer une bonne soirée, tu vas rejoindre tes amis et t'as pas d'objectif particulier autre que celui de passer une bonne soirée, voilà, tranquille. Et en fait, la vie va t'offrir une rencontre incroyable. C'est-à-dire que tu dépasses ta motivation consciente, c'est que tu as envie d'aller passer une bonne soirée. Et en fait, tu dépasses l'objectif de la motivation consciente et tu arrives dans la réalisation d'une motivation inconsciente qui était, peut-être, mais toi seul le sais, de faire une très jolie rencontre. Ça peut vraiment être des choses comme ça. Et motivation inconsciente, du coup non honorée, on va dire. Eh bien, par exemple, alors c'est assez typique, c'est ce qui peut se passer régulièrement aux fêtes de fin d'année, aux fêtes de Noël, où il y a les regroupements familiaux qui sont souvent des moments émotionnels particuliers. Et cette année sera aussi un mouvement. Ah, je me fais attaquer par un moustique. Cette année aura en plus une énergie assez particulière.
on aura l'occasion d'en parler, mais on a le carré Saturne-Jupiter qui sera à nouveau actif le 24 décembre même. Donc là, justement, le carré Jupiter-Saturne, il nous apprend aussi un petit peu à raisonner quelque part nos motivations pour ne pas être amené à se crisper sur le plan émotionnel. C'est de tout l'enjeu de l'enseignement, quelque part, de ce carré jupitérien. Jupiter, l'enthousiasme, donc on a là-dedans la motivation, cette manière amplifiée, un peu à la loupe de vivre les choses et nos envies et nos élans, et Saturne, le principe de réalité qui va te dire non mais si tu penses par contre que tu peux aller dans le champ du voisin d'à côté et monter sur une licorne, bah non, en fait t'as un problème parce que les licornes jusqu'à présent en fait il y en a pas quoi, donc pas au sens où tu peux les chevaucher en tout cas. Tu peux chevaucher d'autres licornes mais pas en vrai, pas en 3D. Bon, bref, passons. Donc, exemple de motivation inconsciente qui va se révéler sur les fêtes de fin d'année, c'est l'aspiration d'appartenance à un clan, à un tout, ou si pour une raison ou pour une autre, notre déroulement de réveillon de Noël ne se passe pas correctement, on peut vivre avec une très forte émotion une forme de réminiscence, de blessure de l'abandon, d'isolement du clan, etc., etc. Bon, ça selon les codes de chacun. Hein. Ça peut être autour des cadeaux que ça se joue. Hein. Tout d'un coup, regarder peut-être qu'on n'a pas beaucoup de valeur et faire une association d'idées entre les cadeaux que l'on reçoit et la valeur que nous on représente pour les autres. Hein. Enfin, il y a tout un champ de réflexion et de questions profondes qui se posent au moment de ce solstice d'hiver pour l'hémisphère nord. Hein. Donc ça veut dire aussi ce que ça veut dire. Hein. C'est-à-dire qu'on va dans les points les plus sombres de nous. Hein. On est sur ces moments où la nuit est la plus longue. La nuit est la plus longue. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc on est dans ces moments-là de l'année sur des contacts qui sont particulièrement aiguisés. Mais après qu'on va retrouver aussi de loin en loin au sein de nos familles, pourquoi pas de manière très, très récurrente. Eh bien, la motivation inconsciente tue, donc jamais exprimée, parce que voilà... il y a plein de freins entre nous et la compréhension claire de notre psyché. Mais si je finis les fêtes d'année, les fêtes de fin d'année tristes et abattues et déprimées, qu'est-ce que j'attendais en fait des fêtes de fin d'année ? Et ça, c'est la gestion en fait de l'émotion qui vise à respecter l'émotion. Parce que si je suis passée à côté d'une de mes motivations, j'ai une émotion qui me traverse là, ou que justement j'ai aussi pas d'émotion qui me traverse, parce que imaginons, je repars sur l'idée de ma course à pied là. Je me suis challengée ou d'un marathon, tiens, je veux faire un marathon. Donc je me suis entraînée, mais pendant des mois, j'étais hyper rigoureuse. J'ai fait des suivis. Tiens, j'ai une poule par là. Salut toi. J'ai fait des suivis de mon alimentation de façon hyper précise. J'ai suivi mes temps de récupération. Je me suis privée quelque part de sorties un peu tardives avec des amis pour me mettre les meilleures chances de mon côté pour pouvoir me challenger. Et je termine mon marathon qui était mon objectif premier. Et en fait, pas d'émotion quoi. J'ai pas d'émotion. Je termine un truc sur lequel j'y ai consacré plein de temps et j'ai pas la moindre émotion qui arrive par rapport à ça. En fait, c'était quoi ma motivation inconsciente en fait ? C'est qu'est-ce qui était sous-tendu par cette idée de marathon ? Qu'est-ce que je voulais voir réaliser en fait ? À quoi ça me sert d'avoir fait ça ? C'est au service de quoi en moi d'avoir fait ça ? Ça vient me grandir où ? Pas sur le fait de finir un marathon pur et dur. Hein.
ça vient me grandir sur des tas de choses et que je vais vivre émotionnellement de manière différente au fur et à mesure. C'est peut-être juste une ouverture, ce marathon. C'est peut-être juste un point de départ. Et du coup, mon émotion, elle risque d'être, teintée, codotée de ce point de départ. Donc c'est pas un point d'exultation et d'aboutissement, c'est un point de départ d'un accès à autre chose pour moi. Mais ça peut être très déstabilisant. Je voulais tellement ça et maintenant que je l'ai, finalement, est-ce que ça va, quoi? Est-ce que c'est ok? Ma motivation est honorée et néanmoins, je suis pas en train d'exulter, quoi. Est-ce que c'est ok? Mais parce que c'est juste un point de départ, en fait. C'est juste un point de départ. C'est un enjeu très Capricorne, la création d'objectifs et de sources de motivation qui vont demander détermination, endurance. On a toute une idée de progression, de maintien dans la durée avec cet archétype-là, et ça fait justement partie de la manière dont on construit nos objectifs, vraiment cette forme très saturnienne, où on construit nos objectifs avec un principe de réalité pragmatique qui veille à chaque instant à ne se révéler ni pessimiste, ni laxiste par rapport à ce qu'est justement le principe de réalité de la vie. C'est-à-dire que c'est complètement à l'encontre de la pensée New Age. C'est pas une question de réaliser tel rituel, tel jour, à telle heure, dans telle énergie, en regardant la pleine lune dans ce sens-là. C'est pas ça, en fait, dont il est question. C'est bien plus profond que ça. C'est-à-dire que bien sûr, on peut faire des rituels, bien sûr, ça soutiendra toujours tout travail de fond, mais évidemment, et je peux vraiment les encourager dans les accompagnements ou dans les consultations. Souvent, je propose des rituels, notamment au moment des révolutions solaires, au moment des moments qui viennent marquer quelque chose, à d'autres moments aussi, sur des moments où les transits planétaires sont particulier sur un point ou l'autre du thème de la personne qui est en train de me consulter, parce que ça fait le job. Mais au-delà de ça, au-delà du job énergétique que ça représente en tant que tel, il y a toute la mise en esprit, toute la mise en disponibilité de mon attention et de mon énergie que je vais consacrer à ça. Mais ça ne doit pas s'imiter à ça. Ça ne doit pas s'imiter à ça. En fait, si ça se limite à ça, c'est bon, quoi. Je termine mon rituel, je balaye le truc et hop, je passe à autre chose. Et non, il y a un contact profond, mais qui est vraiment plein de foi, en fait, qui est un contact d'une croyance en nous-mêmes pour la réalisation de nos objectifs. Ça, c'est vraiment très très fort. Et du coup, cette question de la motivation, et du coup de la motivation et qui vient rencontrer la vie et qui génère du coup une émotion, elle est déterminante. Parce que où est-ce que je mets en fait mon degré d'attente? C'est quoi mon degré d'exigence face à la vie? C'est quoi mon degré d'exigence face à moi-même? Dans quelle mesure je suis en train de tempétuer dans mes désirs, alors aussi bien que ça soit avec une volonté farouche, comme par exemple peut l'exprimer l'énergie du bélier, c'est-à-dire ce côté sauvage et indomptable face à la vie. Et les gens ne se comportent pas forcément comme des sauvages ou des indomptables, mais c'est cette exigeante volonté. On l'a aussi dans l'énergie de la Vierge, cette exigence, cette recherche du perfectionnisme, ce cahier des charges qui peut s'avérer mais hyper serré par rapport à la vie, avec une motivation à la limite du surhumain. Chez le Capricorne aussi, bien évidemment. Est-ce que tout ceci est bien
dans cette quête d'excellence capricornesque, est-ce que tout ceci est bien raisonnable? Le principe saturnien, il vient se poser comme ça. Est-ce que c'est bien raisonnable, quoi? Est-ce que tu crois pas que tu vas non plus en faire trop? Saturne n'est pas que celui qui met un coup de pied aux fesses en disant ah vas-y avance, quoi. Saturne pragmatiquement te dit que si tu continues comme ça aussi, je sais pas, on va prendre un exemple, quelqu'un qui poursuit ses objectifs de façon ultra acharnée, en dormant 4 heures par nuit, en mangeant n'importe quoi sur le pouce, vissé à son siège d'ordinateur H24. Non, est-ce que tu es sûr que tu t'y prends bien, quoi? Est-ce que t'es pas en train d'oublier un respect de toi élémentaire et essentiel, en fait? À chaque fois qu'on est en face d'un objectif et d'une motivation, moi j'aime bien partir sur l'idée quand même globale de ce que j'ai appris en tant qu'infirmière, c'est cette notion des 12 besoins fondamentaux selon Virginia Anderson. 14, pardon. Je suis plus branchée 12 signes astrologiques maintenant. Donc du coup, sur les besoins fondamentaux, j'ai tendance à partir sur 12. Mais ça serait peut-être très très intéressant de voir comment on peut transposer ces besoins fondamentaux dans une roue astrologique, parce que c'est évident qu'on peut les transposer. Et du coup, ça peut nous renseigner. Le premier job, d'ailleurs, qu'on devrait commencer à demander à des élèves infirmières, mais peut-être à tous ceux qui se vouent à un moment ou à un autre à aller prendre soin des autres, hein, de manière générale, c'est comment tu es, toi, sur tes besoins fondamentaux. Première chose, quoi. C'est avant de commencer à vouloir s'occuper des autres, que ce soit dans la dynamique hospitalière, concrète, 3D, en tant qu'infirmière, médecin, kiné, je ne sais quoi encore, que dans la sphère beaucoup plus de la psyché, la sphère spirituelle. Où en es-tu, toi, de tes besoins fondamentaux, quoi? Où en sont tes besoins de sécurité élémentaire? Et ça passe justement par le fait d'honorer les besoins fondamentaux. Donc revenir à ça quand on est en train de dérouler nos tapis d'objectifs et nos dynamiques motivationnelles, c'est quand même très très intéressant. C'est comme un fil d'Ariane, c'est une ligne de conduite saine, quoi. T'as globalement, est-ce que tu connais tes besoins en sommeil? Quel est ton quota d'heures de sommeil de forme? Bon, là, c'est des bonnes questions à se poser. Et là, maintenant, pour la rentrée, parce qu'il y a des moments où tu vas peut-être être obligé de négocier avec ces besoins fondamentaux. Donc, sache, par exemple, si tes besoins en sommeil réels sont de 6-7 heures, et qu'à un moment donné tu vois que tu vas devoir faire un gros coup de bourre au niveau boulot, mais que tu sais, vu que t'as pas beaucoup de besoins de base, que tu peux peut-être récupérer ta carence en sommeil genre en 48 heures après. Bon, peut-être que le jeu en vaut la chandelle. Si tu peux être assuré de récupérer ta carence en sommeil. Si par contre tes besoins en sommeil sont dans l'ordre du 10-11 heures, tu sais que dès que tu vas décaler, en fait, tu vas avoir du mal à récupérer, parce que 10-11 heures de sommeil, c'est déjà beaucoup, quoi. Et que ça va t'amputer à un moment ou à un autre sur ce que tu as à faire. Donc, à toi de mettre le curseur sur tes besoins. Même chose sur les besoins alimentaires. C'est quoi ta manière singulière à toi de te nourrir? Qu'est-ce qui te réussit le mieux? Pragmatiquement, est-ce qui te réussit le mieux et aussi ce qui est le plus sain pour ton corps? À commencer par les rythmes des repas, ce que tu manges à quel moment. Bon, ça fait partie des choses pour lesquelles on peut s'ajuster et prendre des habitudes qui soient plus saines pour nous, et toutes ces habitudes plus saines pour nous vont venir au service de nos motivations profondes. Alors, quand on parle comme ça de la gestion émotionnelle, sans pour autant qu'elle nous domine, mon émotion me permet donc de venir toucher du doigt une motivation peut-être inconsciente. Donc d'aller récupérer en fait à l'intérieur de moi la source de cette émotion. Finalement, qu'est-ce que j'attendais, quoi? Ou finalement, qu'est-ce que j'espérais? Et le constat de ce que j'espérais et ce qui n'est pas, doit me servir
pour me nourrir moi-même de manière différente sur cet espace-là. Donc, quand on est, par exemple, dans des situations relationnelles compliquées, et qu'on va de frustration en frustration ou de déception en déception, à un moment donné, cette émotion récurrente vient juste me dire « Attends, tu regardes pas le truc sous le bon angle, quoi, en fait. Tu peux t'arranger pour regarder le truc différemment. Tu peux faire en sorte de comprendre que peut-être tu as un niveau d'attente là qui est trop exigeant sans même que tu te rendes compte. Peut-être que dans ton inquiétude, dans ton stress, dans ta manière d'aborder l'espace relationnel, il y a quelque chose qui est trop exigeant. Que ton inquiétude prend trop d'espace. Donc voilà, ça ne peut pas... Ou alors ta crainte d'être déçu prend trop d'espace aussi. Ou ta dimension d'attente prend trop d'espace. C'est une vraie question en ce moment, c'est quel est vraiment ton niveau d'attente et ton degré d'attente et ta capacité de résister à la frustration. C'est le jeu. J'ai vu un tirage là, cette semaine où il était question justement de chercher l'axe de la tempérance. Mais c'est tellement ça. C'est tellement ça. C'est tellement ça. Et c'est vraiment le message du moment, aller chercher la tempérance, qui est quand même un message qui va tellement bien quand il est bien orienté au Mercure, maître de la Vierge. Le soleil est juste en Vierge en ce moment. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ensuite, l'émotion. On va aller un petit peu plus loin. L'émotion, elle te fait réagir corporellement, hormonalement. Il n'y a pas une réponse émotionnelle qui ne soit associée à une dynamique hormonale. Voilà. Et quoi qu'on en pense, enfin, oui, parce qu'on pourrait penser que on est beaucoup plus en avance que ça, mais sur l'hormonologie, l'endocrinologie, du côté médical, il y a des choses pour lesquelles on est encore en pleine découverte. C'est pas un axe qui est, pleinement exploité. Il y a des subtilités de chaque individu dans les processus hormonaux qui font en sorte que on avance pas à pas en ce qui concerne les grandes compréhensions de l'endocrinologie, même si bien sûr il y a un certain nombre de choses qui sont axées et dosées et maintenant bien reconnues, mais il y a plein de choses qu'on ne connaît pas sur la dynamique hormonale encore. C'est l'une des raisons qui fait que dès qu'il y a un traitement hormonal à déclencher, pour citer les plus fréquents, insuline, hormones thyroïdiennes, les équilibrages sont aussi lents parfois. Pourquoi ça peut prendre autant de temps que d'aller équilibrer ces hormones-là. Bon, j'ai pensé à autre chose en même temps. Du coup, oui, si je prends l'information de mon corps, la peur par exemple, l'émotion de la peur, j'ai une motivation, je suis face à la vie qui répond à ma motivation et j'ai peur en fait, j'ai peur que par exemple ce que je veux m'échappe, j'ai peur de pas y arriver, j'ai peur, ma motivation c'était de faire un saut en parachute et au dernier moment j'ai peur et du coup ça me fige un petit peu, voilà, tout ce genre de choses où j'ai peur. Bon, je déclenche un cocktail hormonal juste décapant parce qu'il est capé pour répondre à la peur. Donc si j'ai une émotion de peur et que je ne considère pas la peur et que je donne pas non plus de sas, d'expression à l'énergie, je dis pas à la peur, à l'énergie physique qui m'est venue à ce moment-là de la peur, je suis pas en train de gérer mon émotion. J'ai besoin de comprendre ma peur, d'une part, et donc intellectuellement et pragmatiquement, et d'autre part, j'ai besoin d'aller décharger l'énergie physique intense qui se déclenche quand j'ai peur. Parce que on passe vraiment dans une énergie de survie. Et ça fait partie des
des deux tempos avec lesquels on peut interpréter et comprendre et respecter son espace émotionnel, justement, sans pour autant qu'elle nous domine. C'est qu'on la voit, on la comprend, mais comme une information, comme un mot en fait. J'ai peur. Ah, du coup, si j'ai peur, est-ce qu'il ne faut pas que je revoie mon échelle motivationnelle ? Est-ce que c'est trop ? Est-ce que j'ai mis trop d'enjeux à ce moment-là ? Il faut que je relâche un peu la pression sur ma motivation. Toujours la même chose que la question de l'attente. Est-ce que mon attente n'est pas trop forte, n'est pas trop haute ? Et ou dans l'autre sens, est-ce que j'ai peur, mais c'est un dépassement de moi qui est attendu ? Et à ce moment-là, je sens qu'il faut que j'aille chercher plus loin dans ma motivation. Et je peux aussi renoncer dans la peur. Et c'est juste aussi. Dire j'ai peur de ne pas y arriver, je sens que je suis pas prêt. T'es pas prêt. On parlait de ça encore cette semaine. Dire le temps du respect de soi, c'est un temps qui n'a rien à voir avec le temps de la société telle qu'on le connaît. Le temps des communications, le temps de l'argent, le temps des emplois du temps, là, je pense à la rentrée, là. Les temps de transport, non. Le temps de prendre soin de soi, c'est un temps, mais qui doit en fait nous accompagner, mais à chaque instant, petit à petit. D'intégrer ça dans chaque moment, dans chaque lecture active qu'on est en train de faire de nous-mêmes. Donc ça demande vraiment à avoir une certaine agilité intellectuelle. C'est comme si, en fait, il y a une façon qui est assez simple d'aller se positionner pour comprendre plus vite, parfois et de façon plus saine aussi, notre espace émotionnel. C'est vraiment cette position méta. J'en ai beaucoup parlé dans la formation Connexion à Soi. Enfin, beaucoup parlé. J'en ai parlé dans la formation Connexion à Soi qu'on a terminée là au printemps dernier, qui va reprendre très prochainement. C'est cette capacité de se positionner en tant qu'observateur de haut, comme si on observait. Alors moi, pour ma part, c'est ce que je fais, mais c'est que j'observe le système en fait. Et j'observe le système de la manière d'un tableau électrique. Tiens, si j'appuie là, qu'est-ce qui disjoncte ? Si j'appuie ici, quelle est la lumière qui s'allume ? Là, est-ce que tout est éclairé si j'appuie ici ? Vraiment cette question de circulation de l'énergie à la manière d'un tableau électrique. Et quand je regarde les choses comme ça, mais c'est aussi comme ça que je regarde les cartes du ciel, c'est en regardant les systèmes de fonctionnement en fait intérieur, par où passe notre énergie, quel type d'énergie, comment elle se manifeste, comment elle peut se manifester, et dans l'expression des polarités à chaque fois, dans son bon côté comme dans son mauvais côté. Et ça permet de voir aussi tout de suite où est finalement quelque part notre fusible défectueux. C'est-à-dire la part de nous, par extension, qu'on n'est pas en train de justement considérer. Et souvent, nos émotions, quand elles sont récurrentes, ou quand elles nous lâchent pas les baskets aussi. J'ai pas d'exemple là sous le coude, mais quand nos émotions nous lâchent pas les baskets, eh bien, il y a souvent quand même à regarder ce qu'on n'a pas compris en fait, ce qu'on n'a pas compris et intégré comme message. Quand face à notre motivation, se répète un même événement, encore et encore, et un même résultat émotionnel, encore et encore. Par exemple, d'être déçu à répétition, par exemple, par la rencontre avec quelqu'un ou par une attente, quoi. Quel est mon niveau d'attente, du coup ? J'attendais de passer des bonnes vacances, je voulais que pour les vacances, mon amoureuse, mon amoureux s'occupe un peu de tout autour de moi. Parce que j'avais envie de me laisser porter et de pas m'occuper de tout ça. Quel est mon niveau d'attente ? Si tu as envie de passer de bonnes vacances, je vais te dire un truc, fais-le quoi en fait. Occupe-toi de tes vacances. Ne remets pas un enjeu aussi important, une motivation aussi importante pour toi dans les mains d'un autre en fait. Et c'est la responsabilisation saturnienne de notre motivation, mais vraiment, qui vient en même temps dans le jeu du poisson, là, Saturne, ce transit, il est vraiment fondamental, parce qu'il nous permet de faire quelque chose de constructif, en fait, par rapport à tout ça.
d'aller vraiment nous donner une forme de modalité de mais un mode d'emploi, quoi. Un mode d'emploi. Bon, ben voilà, canalise l'émotion, comprends-la, transforme-la éventuellement. Une émotion de colère, c'est une émotion qui peut être super intéressante pour déclencher des passages à l'acte. Quand, par exemple, on n'arrive pas à se défaire d'une situation, hein, quand on n'arrive pas à trouver l'énergie suffisante dans la colère, il y a aussi du courage. Hein, c'est une autre expression. Hein, après, il faut voir comment c'est mené. Hein. Je ne parle pas de la colère violente. La colère n'est pas violence. Hein. Même si, indéniablement, il y a une forme de violence contenue dans la colère, mais cette capacité physique contenue dans l'émotion de colère, c'est une capacité physique qui est là pour nous faire passer à l'action. Donc, l'une des meilleures réponses que l'on puisse donner à une émotion de colère, c'est une réponse de passage à l'action. Mais c'est pas le coup de boule, quoi. C'est pas le coup de boule, c'est de se servir de la colère pour construire une action. C'est cette manière, justement, de ne pas réagir, mais d'agir. Toute cette capacité à prendre l'émotion, l'information de l'émotion et de s'en servir parce que notre corps, finalement, il a été configuré à la réponse émotionnelle pour faire un truc. Donc on se sert des hormones qui sont libérées pour les émotions pour faire nos trucs, comme l'enthousiasme par exemple. L'enthousiasme est aussi une superbe émotion d'engagement à une action. Mais après de tenir aussi. L'engagement. Mais l'enthousiasme est un super levier. On n'arrive pas à faire quelque chose, on patine depuis pas mal de temps, on ne sait plus par quel bout prendre les choses. Tout d'un coup, bam, un flash, une idée, un enthousiasme, hop, la motivation revient et se réenflamme. Et comment est-ce qu'on va se servir de son enthousiasme en fait ? Et de la même manière que la colère, de ce que je viens de t'expliquer pour la colère, c'est qu'on va s'en servir pas à pas, pour aller créer des actions. Mais on va pas faire nos actions dans le désordre, en fait. C'est en un, ben oui. Tu vas l'écrire, ton enthousiasme, ce qui te fait envie, ce qui t'anime comme ça. Tu vas l'écrire, tu vas dire, ouais, j'ai vachement envie de voir ça. Et puis tu vas construire après, progressivement, ton tableau de visualisation. Et de ton tableau de visualisation, tu vas construire, ton projet, ton programme, tes étapes. Tu vas commencer par faire ça, puis après tu vas commencer à faire ça. Et puis au fur et à mesure, tu vas dire, ouais, mais alors si ça, là, ça se passe comme ça, eh bien, peut-être que je vais revoir cette partie-là, bah, autant le faire maintenant, parce que là, je sens que ça va pas le faire. Et tu construis. Et tout en construisant, tu prends conscience de l'énergie que tu es en train d'engager et de mettre sur le démarrage, mais complètement embryonnaire, de ton projet de motivation, là. Et tu vas honorer l'énergie que tu as mise déjà jusqu'à ce moment-là, en lui donnant vraiment une chance de se matérialiser. C'est ça qui est le plus dur souvent. C'est de transformer cette dynamique émotionnelle pour en faire quelque chose qui soit à notre service. La plupart du temps, quand on est dans cette réflexion sur le plan des émotions, on a tendance à faire une ambivalence, alors qu'en fait finalement tout est très très cohérent. L'émotion, c'est le langage du cœur, hein, soyons clairs. Donc, toute émotion transite avant toute chose vibratoirement par le niveau du cœur. Ensuite, si on suit la dynamique énergétique, donc elle monte pour qu'on la comprenne, et ensuite elle redescend dans tout le bas du corps pour qu'on agisse, en fait, pour adapter, on va dire, de façon plus large, pour adapter. Donc, à chaque questionnement émotionnel, parce que des émotions, on en a tout le temps, hein, des rencontres de la vie, c'est à chaque seconde qu'on fait une rencontre de la vie. Hein. Vraiment, quoi. Donc, c'est à chaque seconde que notre motivation peut être questionnée, en fait. Si j'ai envie de passer une bonne soirée, tout simplement, hein, en rentrant chez moi, que je suis en train de me dire, ah ouais, je vais me faire tel petit plat, je suis pas sur une motivation à fond, mais j'ai quand même quelque chose qui me fait plaisir, et que j'arrive chez moi et j'ai pas les ingrédients pour le faire, oui, c'est sûr, je vais être frustrée, mais jusqu'à quel point ? Jusqu'à quel degré ? Est-ce que je vais noter l'émotion ? Est-ce qu'elle va m'impacter ? Non, elle va pas m'impacter. J'ai une chance sur deux de trouver une nouvelle idée en regardant juste dans le frigo, et je vais rester là-dessus. Et je vais pas me bloquer sur ah mais non, j'avais tellement envie.
de me faire des lentilles. Enfin, j'en sais rien. J'en sais rien, mais je vais pas me bloquer en fait. Je vais pas bloquer cristalliser cet espace émotionnel. Ok, je suis frustrée, je vois pourquoi je suis frustrée, c'est limpide ici. Bon, ça nous arrive juste 12 000 fois par jour. Hein. Mais les émotions un peu, qu'on va nous estimer comme étant problématiques, voyons voir. Voyons voir justement quel était notre niveau d'attente conscient ou inconscient. Et de cette manière-là, en fait, on va les gérer sans se faire dominer par elles. On va les gérer de façon saine. On va les gérer en comprenant l'information et en construisant une réponse adaptée pour ça. J'arrive chez des gens, par exemple, pour prendre le thé et en fait, il y a quelque chose qui va pas. Émotionnellement, je ne me sens pas bien en contact de ces gens-là. Ça peut être pas mal que je remonte le fil de l'entretien ou de l'entrevue et que je sache ce qui me rend pas bien tout de suite. Qu'est-ce que c'est que cette émotion qui est en train de me parler. Et en fait, sans me laisser dominer par mon émotion qui serait de dire mais vas-y mais pars quoi. Et de me lever et partir, je vais organiser en fait l'entrevue pour pouvoir partir assez rapidement. Je vais me dire dans ma tête, 20 minutes, une demi-heure, et puis tu pars à ce moment-là, quoi. Et tu pars poliment, etc. Et faire les choses comme ça, quitte à se mettre un petit peu dans sa bulle pour intégrer ce qui se passe et être en mode un peu neutre sur le vécu de la situation. Bon, le mode neutre du vécu des situations, c'est une posture, et comme la posture méta quand même, hein, je te le précisais, hein, mais la posture méta comme la posture neutre en fait, c'est un peu la capacité de se mettre dans sa bulle au moment des émotions, de la survenue d'émotions désagréables. C'est un héritage. Hein. C'est un héritage. Et c'est pas un héritage qui prend sa source à des endroits très très glorieux, parce que ce sont souvent des héritages de traumatisme. Et c'est là où finalement on prend conscience qu'à travers les vécus traumatiques que tout un chacun peut avoir, parce que ce qui est traumatisme pour l'un n'est pas traumatisme pour l'autre. Hein. J'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui étaient traumatisées vraiment, avec des vécus traumatiques, par des choses qui à d'autres sembleraient juste mais hyper banales, quoi. Donc on porte pas nos traumatismes au même endroit, hein, vraiment quoi. Mais on les porte par contre. Et parfois on a dû, et souvent on a dû faire l'expérience de cette mise à distance, de cette sauvegarde émotionnelle de soi dans les vécus traumatiques. Et dans cette expérience-là, on a appris en fait à se mettre en observation méta. Alors souvent on a appris la visualisation par au-dessus des situations. Mais souvent, ce qui nous manque, c'est l'option je comprends ce qui se passe. Je comprends ce qui se passe et je me sers de cette compréhension-là pour organiser une réponse à ça. Mais organiser une réponse. Justement, canaliser l'espace émotionnel pour en faire quelque chose de constructif. Bon, et c'est normal que quand on fait l'expérience de ces visualisations déportées lors de moments traumatiques, c'est normal qu'on ne sache pas organiser la réponse. C'est comme une baguette magique à un moment donné, ça qui est donnée, pour qu'après on puisse s'en servir intelligemment. Est-ce que je t'ai tout dit ? Non, évidemment. Ce qu'on va retenir, c'est que face à mes émotions, j'interroge ma motivation en 1. Comme ça, je vais avoir directement l'endroit qui pique sous les yeux, enfin directement ou pas, hein, ça peut être un peu long en introspection. Et en 2, je construis une réponse. Si c'est une émotion désagréable que je n'ai plus du tout envie de revivre, eh bien, je construis une réponse adaptée pour me mettre dans un autre espace émotionnel que celui-ci. Donc, à voir comment je vais m'y prendre. Est-ce que je peux jouer sur l'extérieur ? Est-ce que je dois moduler mon attente et mon exigence face à la vie et face aux événements de la vie et à ceux qui partagent ma vie aussi de façon intime ou large, quoi. Ça pourrait être le fil rouge. Je t'embrasse bien fort.